Mon mot de minuit, c'est l'œuvre et mémoire. C'est le terme qui me convient le mieux par rapport au travail entrepris. Mon mot de minuit, c'est l'attention, parce que je pense que l'attention est l'origine de tout bien, et corrélativement, l'inattention, l'origine du mal. L'attention au monde, aux êtres, aux choses. Il faut faire attention, renoncer à laisser son attention être distraite pour essayer d'œuvrer pour le mieux. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Lèche était apprécié par tous les autres habitants de la maison. Il le saluait aimablement et l'aidait volontiers quand il avait besoin d'un coup de main. Une voisine l'avait aidé à allumer le feu et lui avait montré comment fonctionne le poêle en céramique. Il le dépannait quand il n'avait plus d'allumettes ou quand il leur empruntait du sel ou du poivre. Le seul qui ne le saluait jamais et ne le regardait de travers, était le vieux nazi d'à côté. Les gens avaient raconté à Lèche qu'il avait été dans la SS. Il avait été arrêté pour avoir participé à de nombreuses exécutions de juifs en Pologne, mais on n'avait pas pu le prouver et il avait été libéré. Tous les habitants de la maison savaient que Léché était juif et c'était manifestement pour cela qu'ils étaient si aimables. C'était peut-être vrai que tous les Allemands se sentaient coupables. Ils s'étaient amusés à saluer le vieux nazi d'un Heil Hitler, mais l'autre avait craché et lancé une injure. Bientôt, tout le quartier fut au courant qu'un écrivain juif habitait dans la Clemensstrasse. Le libraire du coin, particulièrement intéressé, lui demanda ce qu'il avait écrit. « Rien que des choses en anglais et en français, dit Lèche. Ce sont en fait des traductions de l'allemand. Quand allez-vous publier un livre en allemand ? Je cherche un éditeur. J'ai envoyé un manuscrit à Wagenbaum il y a quelque temps, mais je n'ai pas encore eu de réponse. » Le libraire l'invita à boire un verre de vin et dit « Quand un de vos livres en allemand paraîtra, je le mettrai en vitrine. » Voilà, conseil de lecture, ça s'appelle Terminus Berlin de Edgar Ilsenrath. C'est publié au Tripode. Ilsenrath est ce juif qui a vécu dans un ghetto en Ukraine, qui a pu s'en échapper, qui a ensuite émigré aux États-Unis, puis en Israël, puis est revenu en Allemagne où il est devenu un écrivain largement célébré, connu pour son humour et sa dérision par rapport à la Shoah et l'exil étant ses thèmes de prédilection. Ce texte qui a été publié en 2005, Terminus Allemagne, est traduit par Chantal Philippe et les dessins sont de Wagenbrett, c'est un illustrateur allemand. Je vous le conseille, c'est publié au Tripode. Et Edgar Ilsenrath est né en 1926 et il est décédé le 30 décembre 2018. Conseil de lecture, donc. C'est Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Neurochirurgienne, alpiniste, philosophe, Anne-Laure Bock n'est pas sans qualité. Elles n'en font pas pour autant une première de cordée. Elle connaît le encore plus loin, la misère et l'euphorie des cimes, le sublime, moins accessible que le beau. À l'hôpital, son colloque singulier met le cerveau de son patient à la pointe de son bistouri. Mais n'allez pas lui parler du fantasme du transhumanisme ou de cyborg. Elle soigne. Maîtrise est un mot qui lui irait bien. À la montagne, elle magnifie l'inutile d'escalader les culs-de-sac du ciel. À la ville, elle répare un trait haut du corps. La philosophie est le ciment de ses extrêmes, du risque et de la précision, de la passion et de l'efficacité, toujours du dépassement de soi et de l'autre. Père cambodgien, mère française, Serra a 14 ans dans la cour de l'ambassade de France de Phnom Penh quand le 17 avril 1975 fait entrer son pays dans la nuit génocidaire des Khmers rouges. Des millions de morts. Il sera expulsé, son père livré à la barbarie. Faille irrémédiable au cœur, l'arrivée en France et les arts graphiques, le dessin pour continuer. Ce sera la BD, la peinture et la sculpture. Celle d'aujourd'hui est monumentale et mémorielle au cœur de la capitale du Cambodge. Retour de l'histoire. Comme ce récit concombre amer qui relate dans l'humeur sombre de ses traits et dans une remarquable exigence documentaire, plusieurs années de travail, les 6 années qui précèdent et expliquent le martyre d'un peuple.
Musique également dans cette émission avec Anne Passeo, batteuse de jazz, compositrice et chef de formation. C'est Des mots de minuit. Entrez, vous êtes chez vous. Anne-Laure Bock, Serra, Ilsenrat, évidemment le génocide des Juifs. Avec vous, Serra, on va évoquer le génocide au Cambodge, 2 millions de morts, 75-79. Vous avez fait aujourd'hui dans un récit graphique quasiment un travail d'historien, alors qu'il s'agit de dessins, pour expliquer toute cette période entre 67 et 75 qui explique comment a pu arriver ce génocide au Cambodge. Anne-Laure Bock, vous êtes neurochirurgienne, vous êtes à la Salpêtrière, vous êtes philosophe de formation et par ailleurs vous êtes alpiniste, dont vous précisez que vous êtes amateur, c'est-à-dire celui qui aime. Vous publiez ce petit livre, L'euphorie des cimes, petite considération sur la montagne et le dépassement de soi, aux éditions Transboréales. Et juste avant d'entrer dans le studio, je vous repose la question que j'évoquais à l'époque, c'est la neurochirurgie, technique de pointe, l'alpinisme, même en amateur, c'est une prise de risque. Vous nous expliquerez tout à l'heure que l'alpinisme permet, référence kantienne, de faire la différence entre le beau et le sublime. Mais la question que je vous posais, c'était est-ce que ces deux choses sont arrivées en même temps ou est-ce que l'une précédait l'autre? La prise de risque avec vous dans la montagne, la prise de risque avec le patient à l'hôpital. Historiquement, pour moi, c'est arrivé en même temps, puisque c'était à la fin de mes études de médecine générale, quand j'ai choisi la neurochirurgie, que j'ai rencontré la montagne. J'ai l'impression que c'est deux rencontres, finalement. Je n'avais pas programmé ni de faire de l'alpinisme, ni d'être neurochirurgien. Et c'est pendant mes études que j'ai découvert que c'était au bloc opératoire que je me sentais bien, très bien, et en montagne que je me sentais aussi très bien. C'est vrai qu'il y a une prise de risque dans les deux activités, mais finalement, ce n'était pas pour prendre des risques. C'était parce que je me suis rendu compte que c'était là que mes capacités, mes qualités s'exprimaient à plein, finalement. Mais la prise de risque est certes importante, mais quand on est entièrement embarqué dans ces activités, ce n'est pas pour prendre des risques et on oublie un peu les risques qu'on prend, car on essaie de minimiser au maximum ces risques. Est-ce que le mot maîtrise convient bien à ces deux activités? L'une est professionnelle, l'autre est passionnelle. Oui, il faut de la maîtrise, mais d'abord de la maîtrise de soi. Ce sont des activités où on accepte une certaine incertitude dans le milieu dans lequel on pratique, que ce soit le milieu montagnard ou bien le milieu intérieur, qui est le corps du malade dans lequel on rentre. Dans les deux cas, on rentre dans un milieu naturel, si vous voulez. Et l'important est de se maîtriser soi-même, puisqu'on ne peut pas prétendre maîtriser l'extérieur sans se maîtriser d'abord soi. Et c'est soi qu'il faut maîtriser pour avoir une certaine maîtrise du milieu extérieur ou intérieur. Pour la chirurgie, c'est le milieu intérieur, mais c'est l'autre, le milieu intérieur, cette espèce d'inconnu qui est l'autre dans lequel on va travailler. Je vous cite. Cette intelligence du corps, dira-t-on, est une constante de toute activité sportive. Mais ce qui est propre à l'alpinisme, c'est que le jeu physique se déroule dans un environnement naturel, à la fois âpre et contraignant, et que ce jeu consiste à vaincre les difficultés sans les faire disparaître. L'altérité de la nature est affrontée et devient source de développement du moi. L'expérience sensible est à la fois une expérience externe, par le rapport au monde extérieur et interne par le développement du monde intérieur. L'une se nourrit de l'autre et entraîne en retour une ouverture vers l'altérité qui fonde la possibilité du progrès de l'individu en une spirale positive très gratifiante. Ce progrès se fait à une échelle humaine. L'absence de moyens mécaniques pour agir sur la nature resitue l'homme dans ses limites tout en les élargissant petit à petit. Est-ce que dans ce que vous dites de cette intelligence du corps, la montagne va impliquer une autre intelligence, va impliquer le psychique, et, évidemment, mais est-ce que c'est une façon d'échapper
quand on va dans ces sommets sans issue, c'est ce que vous dites, hein, là-haut c'est un sans issue dans le ciel, quoi, hein. Est-ce que c'est une façon d'échapper au monde contemporain et au monde contraint? Probablement, oui. Alors qu'on se recrée d'énormes contraintes. Hein, Oui, je le pense. En tout cas, il faut remarquer que les alpinistes viennent de ce monde. Il n'y a pas d'alpinistes dans les sociétés, j'allais dire, primitives, naturelles. Donc c'est un besoin qui est sans doute en réaction à des conditions de vie qui frustrent certaines de nos capacités. J'ai envie de dire des capacités peut-être génétiques. On a quand même pendant des milliers et des centaines de milliers d'années été des chasseurs-cueilleurs, on chassait le mammouth à main nue, et puis d'un seul coup on se retrouve dans un monde extrêmement normé, extrêmement contraint, où il y a peu de dangers, très sécurisé. Ce qui fait que beaucoup de nos qualités sont en friche et je pense qu'on ressent une frustration dans ce monde trop confortable qui est notre monde urbain. Et ce qu'on va chercher en montagne, c'est sans doute de retrouver un peu de cet inconfort primordial dans lequel, finalement, dans lequel on est très adapté. On découvre, c'est d'ailleurs une surprise, qu'on se débrouille bien, on est finalement assez à l'aise dans ce monde-là. Donc il y a une fuite hors du monde technoscientifique, du monde moderne, du monde urbain, si vous voulez. Je le crois. Est-ce qu'il y a une recherche de la peur, une confrontation de la peur? Pas une recherche de la peur, mais une confrontation à la peur, oui. Puisque la peur est une émotion négative, désagréable. Et ce qui est bien vis-à-vis de la peur, c'est pas de l'éprouver de façon brute, mais d'arriver à en faire quelque chose, de la transcender, si vous voulez. Ce qui est gratifiant, c'est d'arriver à faire malgré la peur et arriver à passer outre la peur. Alors il faut pour ça qu'elle soit quand même pas paralysante, mais il y a une certaine peur qui induit une sorte de stimulation de nos capacités et on se rencontre, on découvre, encore une fois, c'est une expérience, que malgré la peur, on arrive à agir, on n'est pas annihilé par la peur. Pourquoi dites-vous que l'alpiniste bien compris, pas l'alpiniste qui serait par trop amateur, pourquoi est-ce que vous dites qu'il a toujours une espèce d'alarme en lui qui lui permet de s'arrêter quasiment juste avant, même si pour les très grands alpinistes, il y a forcément de l'accident? Oui, c'est une activité dangereuse et c'est une question d'équilibre. Il faut flirter avec un certain danger, mais sans aller trop loin. Ceux qui sont allés trop loin n'en sont pas revenus. Donc un vieil alpiniste est un alpiniste qui a fait demi-tour, souvent. Alors comment est-ce qu'on analyse cette prise de risque? Le jeu est à la fois d'augmenter la maîtrise pour pouvoir aller plus loin avec peu de risques et d'accepter un peu de prise de risque. Chacun a d'ailleurs à sa limite. Je pense que les grands alpinistes, à la fois, sont des gens qui, techniquement, physiquement, ont des telles capacités qui peuvent aller beaucoup plus loin avec moins de risques, mais aussi flirtent avec le risque. Jean-Christophe Lafaille, Catherine Destivelle, écoutons-les. Nous les avons reçus dans Des mots de minuit. Lafaille, c'était en mars 2005, c'était un an avant sa mort au Népal. Et Catherine Destivelle, c'était en 2009. Écoutez ce qu'ils disent sur la gestion du risque. Comment sait-on, quand on est dans cette aspiration, comment sait-on qu'on touche la limite, est-ce que ça vous dépasse ou est-ce qu'au contraire, on parlait tout à l'heure d'ascension raisonnée ou raisonnable, oui. Mais il y a un moment où on se dit on essaye, ou il y a un moment où on se dit on redescend, il y a un moment où on se dit je suis à ma limite. Oui. Comment est-ce que ça vient alors que par manque d'oxygène, on n'a pas forcément tous ces esprits? Alors oui, c'est vrai qu'on est diminué. Physiquement, on est à peu près à 25% de ses capacités physiques. Mais au niveau mental, on est diminué aussi puisque le cerveau est moins bien irrigué. Mais moi, je me trouve dans un état que je décris d'instinctif. Contrairement à ce que je fais dans les Alpes, où ça va être réellement dans les Alpes plutôt une démarche sportive. Là, je me sens dans quelque chose de très instinctif et je fonctionne un peu comme un animal. Et il y a des moments, je vais redescendre, je ne vais pas tenter le sommet, parce qu'il y a quelque chose dans ma tête, il y a quelque chose dans mon corps qui est sensitif, sur lesquels je ne peux pas mettre de mots, qui me font dire là, tu peux aller vers le haut, où il faut que tu rentres, te reposer, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a 80% de la réussite ou de l'échec d'une ascension qui est lié à ce qui se passe, au-delà du côté physique, à ce qui se passe dans ma tête, tout le temps. L'accident arrive souvent par erreur. Ouais, on a fait une erreur. Et l'Antarctique, c'était de ma faute.
J'ai perdu l'équilibre au sommet en faisant une photo, quoi. Donc c'est pas... oui, ça peut arriver, mais ça peut arriver, il n'y a pas que un peu partout, je veux dire. Oui, d'accord, on est vulnérable, mais moi j'aime bien avoir de la marge. Et j'aime pas me faire peur. Donc, oui, c'est pas comme ça que je la vis, moi, la montagne. Question à la con, est-ce que c'est masculin, féminin? Est-ce que ça peut avoir avec ça? Je ne pense pas, justement, parce que j'ai des amis qui sont comme moi, qui aiment bien avoir beaucoup de marge. Puis il y en a d'autres, c'est sans arrêt, limite, limite, limite. Et voilà. Et il y a un risque. Et il y a un risque. Et ils le prennent. Enfin, ils prennent trop de risques, à mon avis. Et voilà, alors, c'est vrai que ça pardonne pas, comme il dit. C'est vrai, on fait une erreur, et souvent, c'est fatal. fatal. Commentaire? Oui, je suis tout à fait d'accord. D'abord sur le côté intuitif. C'est une raison, mais ce n'est pas une raison qu'on peut décortiquer complètement. Il y a des choses... En fait, notre raison est alimentée de plein de signes, certains qu'on peut analyser froidement et d'autres qui sont là et qui sont un instinct. Et on écoute ces signes parce qu'on est extrêmement attentif, extrêmement en éveil vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'on prend les meilleures décisions ou les moins mauvaises. Et vis-à-vis de la marge, je suis d'accord avec Catherine Destivelle que le besoin de marge vis-à-vis de la limite est très variable d'une personne à l'autre. Et sans doute, ceux qui ont moins de marge, certainement, ont plus d'accidents. Mais ce n'est pas bien ou mal, c'est très variable selon les personnes. Et je ne crois pas non plus que ce soit lié au sexe. Certains ont besoin de plus de marge et ceux-là, probablement, vivent quand même plus vieux que ceux qui sont à la limite du risque. On parlait du corps tout à l'heure. Qu'est-ce que ça procure à la tête, l'alpinisme? Ça procure... bon, il y a d'abord beaucoup de moments où simplement on marche, on regarde, on est dans un très beau paysage. Mais rapidement, ça procure des sensations particulières parce qu'on est quand même vite assez fatigué. Ça dure très longtemps. On mange très peu, on boit peu, on est en altitude, il y a un peu moins d'oxygène, ça dure des heures et des heures. C'est un peu comme un super marathon qui durerait des heures et des heures. Donc probablement, même certainement, on tient parce qu'on libère des hormones de stress, ce qu'on appelle des endorphines ou de l'adrénaline, et ces hormones ont un effet neuropsychologique. Donc ça donne comme une espèce de drogue. On est dans un état d'excitation sensorimotrice, d'attention, qui est très gratifiant. Alors il y a des moments qui sont moins agréables, il y a des moments où on est moins bien, où on ressent plus le froid, la douleur, la fatigue. Mais il y a beaucoup de moments où finalement on est comme boosté par probablement ces réactions physiques. Il y a de très beaux mots de minuit qui reviennent dans votre texte. Il y a le mot courage et je m'arrête sur le mot ordalie. Et vous écrivez ceci: ainsi cet effort qu'une première approche taxerait d'inutile et en définitive pour moi hors de prix, car il engage profondément l'être et la valeur de l'être, réconciliante avec soi-même, avec l'estime qu'on a de soi. Il y a dans l'alpinisme une dimension ordalique, on se soumet à cette épreuve comme on se soumettait autrefois au jugement de Dieu pour démontrer la justesse de sa cause, prouver qu'on est du côté du bien et non du mal, car la divinité tutélaire de la justice ne peut laisser périr l'innocent ou triompher l'injuste. Valider son existence en la risquant, voilà le but caché de ce qu'on appelle les conduites à risque. L'alpinisme est trop complexe pour être réduit à cela. L'ordalie. Oui, vous savez, on demande souvent, mais pourquoi vous faites ça? C'est difficile, c'est dangereux, vous allez être très fatigué, très mal. On a parfois du mal à répondre et je pense quand même que la réponse est à chercher du côté de l'estime de soi. On arrive à se découvrir et à se prouver à soi-même qu'on est capable de faire ces choses assez difficiles. Et en fait, ça n'a pas de prix. Alors peut-être qu'on flirte avec un certain orgueil, c'est peut-être de l'orgueil, mais... pas seulement, c'est essayer de se découvrir et d'être au maximum de ses possibilités. Utiliser ses capacités, les talents, vous voyez, on pourrait voir aussi la parabole des talents. Vous avez toutes sortes de capacités, vous avez des jambes, vous avez des mains, vous avez un cerveau, tout ça doit fonctionner. Vous allez utiliser tout cela au maximum, physique, moral, intellectuel. Et quand toutes vos capacités seront en jeu, vous sentirez que là c'est bien. Et vous aurez une immense gratification. Avant qu'on passe au cerveau, j'ai deux questions à vous poser. Je parlais tout à l'heure de Kant, du sublime et du beau. Vous dites que l'alpinisme permet d'atteindre le sublime, alors que le randonneur doit se contenter du beau des paysages. Se contenter, non. oui. Non, mais je vous taquine. Mais
Mais voilà, il y a vraiment... Et c'est assez juste. Le beau est facilement visible, alors que le sublime, c'est une dimension différente. De difficulté dans mélange le les deux. sublime. Voilà, dans le sublime, il y a bien sûr la beauté des paysages, mais c'est un paysage qui s'oppose à notre être. Il y a une agression dans le sublime. Donc, par exemple, quand on contemple en mer une belle tempête, c'est impressionnant, ça fait peur, c'est opposé à notre survie immédiate, et c'est là qu'on ressent le sublime. En montagne, si on va à un col, on admire la montagne et c'est beau, mais quand on s'attaque à une face raide, des rochers, de la glace, on se rapproche du sublime parce que ça va contre notre existence physique. Ça s'oppose à nous en quelque sorte. Vous êtes suffisamment alpiniste pour être instructrice dans votre club d'alpinisme. Il y avait une question sur laquelle vous revenez aussi. Tout le monde fait le Mont Blanc aujourd'hui. Vous avez... C'est une très belle montagne. Qui est une très belle montagne, cela dit en passant. Mais vous avez beaucoup voyagé, vous vous concentrez aujourd'hui sur les sommets en Europe. Essentiellement, oui. Et la question que vous évoquez aussi, c'est le tourisme de masse, y compris dans l'alpinisme. C'est assez compliqué. C'est incompatible en fait, parce que le milieu montagnard semble un milieu qui nous écrase. En vérité, il est fragile. Et donc, s'il y a trop d'humains, pour des raisons vraiment de nombre, on va détruire cette altérité, la wilderness, comme on dit. Donc, le touriste de masse va très mal, fait très mauvais mélange avec l'alpinisme. Et c'est exactement ce qu'on voit au Mont Blanc. C'est une montagne merveilleuse et c'est très émouvant d'être au sommet du Mont Blanc, d'être le premier tout en haut quand se lève le jour. Malheureusement, il y a tellement de gens qui veulent aller au Mont Blanc que ça perd une grande partie, cette course perd une grande partie de son charme, voire tout son charme peut-être. Elle est victime de son succès. Comment limite-t-on ? Je ne sais pas. La difficulté, probablement. Ce qui limite, c'est que la difficulté de la course va, par nécessité, limiter le nombre de gens capables d'aller au sommet. Sinon, on ne peut pas, de façon... On va prendre des arrêtés pour interdire telle ou telle montagne. Vous vous êtes fait peur ? Oui, bien sûr. Puis moi, je ne suis pas très courageuse, donc j'ai régulièrement peur, et puis ça passe. On a peur pour des raisons un peu bizarres. Par exemple, on a beaucoup peur sur ce qu'on appelle les arêtes. Quand vous avez deux vides, le cerveau... 1000 mètres de chaque côté, vous dites. Le cerveau s'habitue très très bien à un seul vide. Mais quand il y en a deux, un à droite et un à gauche, je pense qu'il se passe quelque chose et on est beaucoup plus mal à l'aise. Et quand on marche sur une arête, où des deux côtés il y a un vide, on a souvent peur. Je vous montre un sujet, on va passer au cerveau. Intervention au bloc opératoire du CHU d'Amiens, usage de robots d'assistance ROSA de la société MedTech, sorte de GPS qui rend le geste du chirurgien plus précis encore. C'est un sujet qui date de juin 2015. Regardez. Aujourd'hui, intervention sur un malade de Parkinson. Pour diminuer les symptômes, il faut lui implanter 2 électrodes dans le cerveau. Comme un GPS, le robot se place à l'endroit précis où le médecin doit glisser ses instruments. Il va le guider au millimètre près, grâce à ces images en 3 dimensions. Il y a une toute petite déviation qui est de 1 mm en réalité. Là, c'est là où on devrait être, et ça, on va le corriger. Et ça, il n'y a que le robot qui est capable de le faire. Là, l'électrode marchera mieux, donnera plus d'effet. Alors, on va aller corriger ça. Cette opération, les chirurgiens savent la faire sans robot, mais pas à ce niveau de précision. Avant Rosa, le patient devait être opéré éveillé. Et l'intervention qui a duré 10 heures prenait 2 fois plus de temps. Qu'est-ce que vous pensez de la robotique et que devient, avec l'usage de la robotique, le colloque singulier ? En médecine générale, le colloque singulier, c'est le patient, la conversation, la philosophie et un rapport très proche avec le malade. Est-ce que le robot supprime ça ? Non, la robotique, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est une petite partie de l'instrumentation qu'il y a au bloc opératoire. Et à mon avis, ça ne change pas le rapport que le malade a au chirurgien, ou que le chirurgien a avec le malade. Du moins, pas du point de vue du chirurgien.
une première chose, c'est que la chirurgie, ce n'est pas uniquement ce qui se passe au bloc opératoire. La chirurgie, c'est d'abord une stratégie, une réflexion vis-à-vis du cas, vis-à-vis d'une personne. Et là-dedans, le robot n'a pas grand-chose à faire ou à dire. Alors peut-être que, en définitive, du point de vue du patient, il y a un symbole du robot. Les gens demandent souvent « Vous allez m'opérer avec un robot ?» J'ai l'habitude de dire « Oui, voilà un bon petit robot qui est commandé par un autre petit robot. Il tremble très peu en plus et il est déjà assez précis. Et il élabore une stratégie. » Donc la robotique, sincèrement, ne change pas réellement la façon de pratiquer la chirurgie. Il en est sans doute tout autre de l'intelligence artificielle au sens plus large du terme. Oui, parce que l'intelligence artificielle, sur un avenir la proche, psychochirurgie... Voilà, proche ou fantasmé, mais c'est autre chose. Quelle est la différence entre la réalité du transhumanisme et le fantasme autrement dit, le pharmacone? Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est recevable et qu'est-ce qui est empoisonnant? Il n'y a aucune réalité, tout ça, ce sont plus que du fantasme, c'est du marketing et en grande partie, je dirais, du mensonge. Parce que ce que savent les gens qui ont été opérés, implantés, qui ont des implants, c'est que l'implant est très bien pour réparer une fonction qui est perdue, mais ce n'est jamais aussi confortable, aussi bien qu'un organe naturel. Il y a des effets secondaires, si vous voulez. Et nous autres médecins et chirurgiens connaissons très bien les effets secondaires. Donc il y aura tellement d'effets secondaires vis-à-vis de ces techniques que le bénéfice vis-à-vis de personnes qui ne sont pas malades, vis-à-vis d'organes qui fonctionnent normalement, le bénéfice à attendre est sans doute très très faible. Et donc je pense que c'est beaucoup du marketing et qu'il y aura peu de réalisation. Donc on ne peut pas imaginer une société où on serait capable, en intervenant sur le cerveau, de fabriquer des cyborgs qui ne seraient que des premiers de cordée. On peut l'imaginer, mais je ne pense pas que ça se réalise, mais on peut fantasmer là-dessus. Ce qui c'est dangereux quand même, parce que c'est une façon de dévaloriser nos propres performances. Vous voyez, cette histoire, ça a à voir avec la performance de la machine humaine. Déjà, l'homme considéré comme une machine dont il faut améliorer les performances, c'est quand même une conception de l'homme qui est réductrice et assez toxique. Mais la réalité de cette amélioration sera sans doute très faible parce qu'il y aura plein d'effets secondaires qui annihileront, je pense, les éventuels bénéfices. Par contre, il y a une espèce de fantasme, c'est du marketing. On peut imaginer que les gens vont imaginer, après avoir été augmentés par leur smartphone, est augmenté à l'intérieur. Et quant à ceux qui vendent le smartphone, c'est une chance pour eux parce que ça va faire un immense marché, il y aura de la maintenance. Avec les GAFA qui investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle. Dans l'idée de diminuer en quelque sorte notre liberté, notre autonomie et de nous mettre encore un peu plus sous tutelle de la technique. J'ai une question, alors je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais quelles sont les incidences sur le cerveau? Je lisais que Amazon développait en termes d'intelligence artificielle des capteurs, etc., qui faisaient que l'ouvrier, dans le manutentionnaire, était obligé, par des contacts électriques et des chocs électriques, de faire le bon geste. C'est-à-dire que le geste trop haut est un geste qui déclenche une alarme électrique, ou en tout cas une alarme. Et est-ce que ceci peut durablement modifier des fonctions cervicales? Je ne sais pas, mais vous voyez, on est toujours dans la contrainte. Et c'est très curieux avec le discours du transhumanisme. On nous le présente comme une merveilleuse libération, une augmentation de nos capacités. Mais la vérité, c'est que c'est une aliénation de plus. C'est toujours dans la contrainte. C'est toujours par exemple, le monde du travail ou les militaires qui voudraient fabriquer un super soldat. Mais quant à l'épanouissement du travailleur contraint ou du super soldat, il passe en fait au deuxième plan. Donc je crois vraiment que du point de vue de la libération de l'individu, il y a vraiment beaucoup plus à craindre qu'à attendre. Vous êtes une humaniste? En tout cas, pas une post-humaniste et donc pas une transhumaniste. Mais oui, mon exploration de l'homme part d'un émerveillement, me donne un émerveillement. Et si on fait le lien avec mon exploration du monde tel que l'alpinisme le permet, de même que je me promène dans la montagne et je suis émerveillée, quand je me promène dans un cerveau et aussi que je parle avec mes malades, avant, après, je suis émerveillée et je suis un amateur de l'homme, donc humaniste. Et je crois qu'on aura vraiment très peu à gagner comme amélioration. Je ne vois pas qu'on puisse améliorer beaucoup, ce qui est déjà merveilleux. Est-ce que c'est beau un cerveau? Très beau, c'est très beau. C'est très beau. Ça saigne peu si on opère correctement. C'est une belle anatomie, c'est petit, c'est délicat, c'est blanc, assez blanc.
Il y a des nerfs, toutes sortes de choses. La région qui m'est propre, où je vais me promener assez souvent, c'est la région dite de la base du crâne, près des nerfs optiques. C'est un endroit magnifique, oui, avec un mélange de cerveau, de nerfs, d'artères. C'est très beau. Et on fait ça avec une délicatesse. C'est un travail qui pousse à la délicatesse de l'organe. Je boucle avec une dernière question sur la montagne. Qu'est-ce que c'est qu'un premier de cordée? Le premier de cordée, d'abord, c'est la cordée. Déjà, on est plusieurs en montagne. Et il y en a un qui est devant, un ou plusieurs qui sont derrière. Le premier de cordée prend un peu plus de risques parce que s'il tombe, il tombera un peu plus haut. Mais cela étant, on est quand même solidaire. Et celui qui est derrière n'est pas seulement emmené. C'est vraiment un travail d'équipe. Et vous dites qu'à un moment, si le premier hésite, le second peut prendre sa place et plus dans la capacité de faire. Ça peut arriver parce que dans une cordée amicale, pas avec un guide, où il y a une très grande différence entre le guide et son client. Le guide est tellement meilleur que le client, ça ne se présente pas. Mais dans une cordée d'amateurs, on a souvent un niveau qui est assez proche et l'idéal est d'avoir des défauts qui se compensent, que chacun soit bon dans plutôt une discipline ou une autre. Comme ça, on peut aller plus loin en s'entraidant. Comme dans une société, en fait. Dans une société idéale, alors. ou qui tente de se réinventer démocratiquement. Est-ce que vous avez des objets avec vous? J'ai apporté 2 objets. 2 objets métalliques, mais qui vont bien ensemble. Alors, dites-moi, ça, c'est un vilebrequin. C'est un trépan. C'est l'instrument qui sert à ouvrir le crâne. Alors, il y a des trépans électriques, ça c'est un instrument simple. Vous voyez, il y a une mèche ici. Et ça permet de faire un trou dans le crâne, donc de trépaner. On pourrait faire plus gros et souvent on ouvre davantage en fabriquant ce qu'on appelle un volet. Voilà, alors c'est l'instrument de base de la neurochirurgie, même si aujourd'hui on utilise évidemment des trépans plus sophistiqués, des trépans électriques ou pneumatiques, mais ça c'est un petit trépan. Voilà. Bel objet, lourd. Et j'ai apporté un mousqueton, qui est un symbole cette fois de l'alpinisme. Lui aussi métallique, vous voyez, les deux vont bien ensemble. J'aime ces objets parce qu'ils sont finalement simples, ce qu'on appellerait des objets conviviaux. Vous voyez, il n'y a pas d'électronique là-dedans, ce n'est pas des robots, mais avec ça, avec ces objets assez simples, déjà on peut faire beaucoup de choses. Ça augmente déjà considérablement nos capacités avec quelque chose de simple et astucieux. Ça permet de démultiplier notre intelligence pratique qui est à l'œuvre dans ces activités. Sarah, qu'avez-vous entendu de votre voisine ? Un monde fascinant. Et je veux dire que la montagne me fait peur. J'ai le vertige et je n'ai jamais mis mes pieds en montagne. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du chirurgien ? C'est un domaine, à mon avis, qui demande un travail considérable pour arriver à maîtriser l'objet à investir. Mais comme toute chose, il faut travailler. Pause musicale dans cette émission avec Anne Passeo, batteuse de jazz, ce qui est assez rare, surtout quand on cumule comme elle une belle aptitude à la composition. Elle a accompagné bon nombre de grosses pointures et amène aussi sa propre formation. Aperçu de son nouvel album, c'est le 6e album, Bright Shadows, avec ce titre joué en live, Tomorrow. Musique.
Anne Passeo. Concombres amers, Serra, les racines d'une tragédie, Cambodge 1967-1975, chez Marabule, avec ceci dans la préface de Tardy. Il ne faut pas suivre ce chemin. Alors bien sûr, le gamin emprunte le sentier interdit. Il s'enfonce dans la végétation et au bout d'un moment, il voit les pendus dans les arbres. Ce gamin, c'est Serra. Il a 9 ans. En 1975, ses parents et leurs 3 enfants sont expulsés par les Khmers rouges. Phnom Penh est tombé, Pol Pot arrive. Son père khmer est expulsé de l'enceinte de l'ambassade de France où la famille a trouvé refuge. Serra est alors âgé de 14 ans. Il est encore trop tôt pour qu'il puisse raconter la vie d'avant. Il lui faut d'abord expliquer pourquoi et comment le Cambodge se trouve dans une telle situation. L'histoire est compliquée, vue d'ici, vue de loin, mais elle est simple en réalité. L'homme, fidèle à lui-même, semblable sous toutes les latitudes, va tuer, violer, torturer, exterminer. J'ajoute, moi, génocider. De génocide en camp de rééducation, c'est à partir d'un scénario qui a déjà beaucoup servi qu'il va œuvrer, une fois encore, pour le pire. Serra, vous avez... j'ai la liste là des BD que vous avez faites, des travaux que vous avez faits, etc. Vous êtes prof, donc il y a énormément de travail, sauf que le Cambodge, vous, le franco-cambodgien, père cambodgien, mère française, le Cambodge est central dans tout votre travail. Et alors ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que, quels que soient les BD qu'on parcourt, si je prends Serra, Mon frère le fou, avec une préface de Kefelec chez Futuropolis ou chez Futuropolis, Serra, Piaczek, Le temps de vivre, toujours chez Futuropolis, je trouve que ce qui vous caractérise, c'est une noirceur du dessin, un gris du dessin, ou en tout cas un sépia du dessin. Donc je me dis, pourquoi est-ce que toujours vous êtes dans ce c'est pas du gris, hein, c'est de l'entre-deux, entre ce qui pourrait être une lumière et ce qui pourrait être l'enfer. C'est toujours entre les deux. Un peu comme un chemin de vie, effectivement. Et autant on n'aime pas trop s'exposer directement au soleil, on va aller vers l'ombre. En dessin, je n'aime pas trop être confronté à des teintes pures, brutes. Je préfère la demi-teinte et quelque chose d'un entre-deux. Et c'est toujours dans cet entre-deux que j'arrive à me sentir bien. La couleur est rare, hein, comme je prends cet exemple-là dans le temps de vivre, mais dans ce récit aujourd'hui, Concombres amers, il y a quelques dessins un peu plus lumineux, mais tout le reste est de cet ordre. C'est la guerre, c'est la politique, c'est Nixon, c'est ces années. Et c'est important parce que ce sont les années qui précèdent le génocide. Ce sont des années qui vous ont demandé 6 ou 7 ans d'études, de compilation d'archives. Et donc ce n'est pas un roman graphique, c'est un récit graphique qui fait toute votre dimension d'historien. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire, alors que vous avez déjà écrit largement sur le Cambodge, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de revenir sur 1967-1975, juste avant que les Khmers rouges s'emparent de Phnom Penh? C'est une période charnière et importante de l'histoire du Cambodge et qui fait l'objet d'assez peu d'études en définitive. Et des gens, au-delà de certaines idées reçues et au-delà de certains clichés, la période du Sangkum, notamment de Sihanouk, ne connaissent pas. Et donc, quand j'ai commencé à travailler donc sur l'histoire du Cambodge, il m'a semblé à un moment donné très important de remettre en perspective cette histoire qui aille par-delà les lectures idéologiques et les clichés, les idées reçues que l'on véhicule sans arrêt. Et quand on se penche sur ce pan de l'histoire, on arrive à comprendre davantage ce qui vient par la suite. Et
Donc ça a été tout un travail de défrichage, d'immersion dans des archives pour arriver à en extraire quelque chose qui fasse sens. Il n'existe pas de livre, par exemple, photographique sur le Cambodge de cette guerre, la guerre du Cambodge, pour les historiens, est considérée encore aujourd'hui comme une guerre annexe à la guerre du Vietnam, en périphérie, ne fait pas l'objet d'un regard attentif. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de travail des historiens? Le travail des historiens était plus facile sur la Shoah, puisque c'était, le régime nazi était un régime administratif, donc qui notait tout. Or, le Cambodge a une tradition plus orale. Les tortionnaires ne notaient pas. Là, on parle des Khmers rouges. Les Khmers rouges, à partir du moment où ils ont pris le pouvoir le 17 avril 1975, ont été dans une culture paranoïaque de la transmission et du pouvoir. Et chez eux, la bureaucratie existait évidemment, mais ils ont, dans un premier temps, détruit les archives qui pouvaient exister au Cambodge, à la Banque nationale, à la Bibliothèque nationale et ailleurs, dans les ministères notamment. Et aujourd'hui, il reste très peu de traces de la vie administrative et du royaume du Cambodge des années 50, 60, 70. Et sous les Khmers rouges, tout fonctionnait à minima. Du papier, un crayon, il n'y avait pas une administration technocratique comme on l'entend aujourd'hui. Donc quels sont les principaux documents d'archives qu'on peut trouver? Sur quoi avez-vous fondé votre enquête? Alors, au centre d'ICICAM au Cambodge, à Phnom Penh, on retrouve, j'ai eu accès à beaucoup de telex et de documents que les ambassades, notamment l'ambassade d'Australie, de Phnom Penh, a restitué au Cambodge. Donc c'est par des structures tiers que l'on arrive à retrouver des éléments afférents à l'histoire du Cambodge. Il y a des gens importants dans votre récit. Il y a forcément Kissinger, il y a forcément les Américains. Absolument. Qui s'engagent, mais un peu seulement, et qui finissent par lâcher Lon Nol, le président qui a chassé lui-même Sihanouk, etc. etc. Quel est pour vous, dans ce moment où le régime va basculer vers les Khmers rouges, quel est le principal élément de désagrégation du système? Est-ce que c'est le non-engagement des Américains, le retrait des Américains? Est-ce que c'est l'incompatibilité entre les différentes communautés khmères? C'est évidemment un ensemble de plusieurs facteurs. Il n'y a pas qu'un seul facteur qui va amener au 17 avril 1975. Le fait que les Américains se désengagent à ce moment-là de la région sud-est asiatique était un moment en définitive programmé bien avant les événements de 70. Les Américains à ce moment-là, déjà prévoyaient de se retirer de la guerre du Vietnam. Ils n'en pouvaient plus. La société américaine refusait ce conflit. Et quand les événements sont arrivés en 70 au Cambodge, c'est quelque chose qui, en définitive, leur a permis de mettre en place un retrait des forces américaines du Sud-Vietnam en profitant du chaos du Cambodge pour, en définitive, donc s'en sortir. Mais l'appui américain au peuple khmer d'alors, il était à minima. Alors, je lis 2 avril, une décision fatale. Une des premières décisions prises à la suite des événements du 18 mars est de libérer, donc avec une précision absolue de tout ce qui est dit dans ce récit. À la suite des décisions du 18 mars, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Parmi les 500 détenus se trouve un professeur de mathématiques emprisonné pour 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État en relation avec l'étranger. Kaing Guk Ev, alias Douche, sitôt libéré. Douche ne s'attarde pas dans cette ville qui lui est étrangère. Il rejoint le maquis et prend dès 1971 la direction du camp de détention et d'interrogation du bureau de la sécurité, etc. etc. Douche va devenir un des tortionnaires emblématiques du régime Khmer rouge. Je vous propose d'écouter
Je vous propose d'écouter François Bizot. François Bizot, qui est un anthropologue français, spécialiste du bouddhisme du sud-est asiatique, et il a été à l'école française d'Extrême-Orient, à l'école pratique des hautes études. Il a été arrêté avec ses assistants cambodgiens par des militaires Khmer rouges et conduit dans un camp d'extermination qui était dirigé par Douche, justement. Il sera libéré après 2 mois et demi. Et il écrit dans un livre qui s'appelle Portail les relations qu'il a eues avec son tortionnaire. Ses collaborateurs, eux, seront exécutés. Il nous parle ici de son face-à-face avec le bourreau. En 3 mois, 3 mois, les échanges qu'il y a eu entre lui et moi ont fait qu'il a baissé sa garde, il a enlevé son masque, et j'ai vu que derrière le monstre, il y avait quelqu'un qui finalement n'était pas si éloigné de gens que je pouvais connaître, que j'aimais, et même finalement que moi-même. Et à ce petit jeu, Doucht est lui-même tombé parce qu'en m'interrogeant, il a été amené à voir autre chose qu'une simple victime à expédier à la mort. Il a vu aussi un homme. Derrière l'espion, à supposer qu'il en était persuadé, il a vu aussi un homme, un père de famille, quelqu'un qui pleurait, qui avait peur. Et ce temps qu'il a passé avec moi est précisément ce qu'un bourreau ne doit jamais faire. On ne doit pas passer du temps avec sa victime si on veut pouvoir la tuer aisément. Commentaire ? Terrible. Et le destin, je pense à tous ces milliers de gens passés entre les mains de Doucht, c'est juste quelque chose qui est écrasant. Et là-dessus, le destin de Bizot est juste formidable, qu'il s'en soit sorti. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, alors, vous, jusqu'à 13 ans et jusqu'au mois d'avril 1975, vous êtes au Cambodge, vous êtes cambodgien. Pourquoi est-ce que vous avez encore besoin aujourd'hui de regarder l'histoire du Cambodge, mais comment est-ce que vous interrogez les tortionnaires? Parce que les tortionnaires, ils se promènent dans le livre. Ils sont partout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à régler avec eux? Je dis ça parce qu'on a reçu plusieurs personnes qui avaient été victimes du génocide au Rwanda. Et certaines d'entre elles disaient, il faut absolument que je voie ceux qui ont tué mes enfants, ceux qui ont tué ma famille. Pour vous, aujourd'hui, que doit-on faire des tortionnaires alors qu'en novembre 18, il y en a encore 2 qui ont été condamnés, hein. Je sais le chef d'État et... comment s'appelle-t-il les 2 condamnés de 18 par la... c'est Khieu Samphan et Nguyen Chea. Hein, donc l'idéologue et le chef d'État qui ont été condamnés par les chambres extraordinaires tribunaux cambodgiens. Voilà. Oui, ils ont été condamnés pour génocide envers les minorités tcham et vietnamiennes, mais pas par rapport à ce qu'ils ont fait subir au peuple khmer. Ça posera encore un combat pour faire valoir la dimension génocidaire envers les Cambodgiens. Mais là, c'est la première fois qu'un tribunal parle de génocide, même si ça concerne des communautés réduites. Oui, mais ça affecte une dimension très restreinte. En même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le génocide khmer est de vocabulaire courant. On ne se pose plus trop la question. On ne se pose plus trop la question, mais on ne peut pas employer ce terme... par exemple, dans un cadre de recherche universitaire, c'est très délicat. Il faut qu'on puisse argumenter, il faut que l'on puisse défendre ce point de vue sur des bases qui ne sont pas contestables. Alors, je voudrais vous montrer un extrait de S-21, la machine de mort Khmer Rouge, film documentaire de Ritipan sur les atrocités du régime de Pol Pot. Doucht a commandé le centre S-21, on continue à parler de lui, à Phnom Penh. 13 000 personnes y ont été exécutées entre 1975 et 1979. Pour rendre compte des faits, Ritipan, qui mène un travail lui aussi, c'est toute sa vie, comme chez vous,
il est allé demander à un ancien bourreau de rejouer ce qu'il a pu vivre avec les personnes qu'il torturait. Ça date de 2002. ពេលហ៊ុនយាមក្នុងមួយជុំមួយថ្ងៃគឺពិនិត្យសបាន4ដងពិនិត្យសចាប់ដើមលើកសរូនមើលតាមអានងវិញខ្នោះវិញហ្នឹងរូនមើលក៏អត់អីក៏មួយអាមួយខ្សែទៀតចាប់ដើមលើកសររូនមើលតាមខ្នោះវិញហ្នឹងក៏អត់អីដើរមកកណ្ដាលប្រាប់អូអាមួយខ្សែលើកដៃដល់លើកដៃវឹបងឹបចាប់ដើមឆែកឆេវាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមច្បាច់ច្បោះមើលកប៉ាល់ខវាហ្នឹងចេះឡងចុះមួយមើលនេះមើលនោះដល់មើលវាខ្លាចវាមានឡាបកាខ្លាចវាមានយល់ឡាបកាហ្នឹងចាក់សរសៃដៃហ្នឹងខ្លាចសម្រាប់ខ្លួនហើយខ្លាចវាមានខ្ចៅខ្យងហ្នឹងក្នុងកប៉ាល់ខហើយកប៉ាល់អាវហ្នឹងខ្លាចវាយកលៀបសម្រាប់ខ្លួនដើរមកចង់កណ្ដាលគួយស្ងៀមមួយអាមួយខ្សែទៀតអាមួយខ្សែលើក Retipan travaille actuellement sur un autre film, présente un autre film, où là, il va interroger les âmes de ses ancêtres dans le village où ils ont vécu. Donc, il poursuit le même travail que vous. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi est-ce que votre livre s'arrête à avril 75 ? Est-ce qu'il y aura forcément une suite ? Il y aura une suite. Le titre sera donc l'âme au bord des cheveux, qui est une expression khmer pour dire être pété de trouille, enfin être mort de peur, et avec une dimension autobiographique dans le récit. Jusqu'à présent, le Concombre amer est un livre qui revient sur les faits historiques, qui les remet en perspective, mais je les commande peu. Il n'y a pas le jeu qui dit dans la suite, on revient sur ce qui se passe au 17 avril, comment les événements s'enchaînent. Je parlerai notamment donc effectivement du départ des Américains le 12 avril, qui ne sont pas évoqués par manque de place dans l'ouvrage. C'est vrai qu'il est dense. Ils n'y sont pas, oui. Il m'a manqué quelques pages. Donc tout ça va être traité par la suite. Dans la mécanique du livre, de nombreuses pages commencent par « pourquoi ». Vous posez des questions. La question pourrait être qui se rappelle leur combat, leur sacrifice pour tenter de contrer le mal. Pourquoi est-ce que vous avez entamé la plupart des chapitres par des questions sur qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ? J'essaie d'interpeller le lecteur et les nouvelles générations par rapport à ce pan de l'histoire et qu'ils fassent des recherches aussi pour se poser les bonnes questions. Il ne faut pas oublier que des milliers de Cambodgiens sont morts entre 67 et 75, ne serait-ce que dans ce laps de temps de l'histoire, et tout cela ont été oubliés par le plus grand nombre. Et là, je pense qu'il y a une injustice qu'il faut rétablir. Et dans cette période, le Cambodge est le pays qui a été le plus bombardé, hein, et au-delà des 2 millions de morts estimés du génocide, il y a eu 800 000 morts pendant cette période d'affrontement entre le Viet Minh, les Khmers rouges, les Américains... les Viet Cong. Les Viet Cong, enfin bon... voilà. Pourquoi concombres amers ? Concombre amer, c'est un fruit, un ingrédient que l'on mange au Cambodge. Mais au-delà de ça, c'est un renvoi à l'histoire du Cambodge. La lignée des rois actuels viennent du roi des concombres sucrés, qui donc est un jardinier qui a donc tué un des derniers grands rois d'Angkor. Et parce que donc ce roi lui avait confié son jardin, enfin son potager, et sa spécialité c'était les concombres sucrés. Et un soir, donc, ce grand roi s'introduit de façon cachée dans le jardin pour voir si le jardinier faisait bien son travail. Et le jardinier, voyant une ombre rentrer dans son jardin, le tue. Mais ce jardinier, plutôt que d'être tué, a été donc nommé roi à la place de ce roi. Donc tous les rois actuels viennent de cette lignée.
Et je fais le constat que le dernier grand Ça commence roi... par une tragédie. Absolument, le dernier grand roi du Cambodge moderne, Norodom Sihanouk, n'a su en définitive cultiver que des concombres amers pour son peuple. C'est donc Norodom une Sihanouk, dont vous dites que l'avion d'Air France, quand il était réfugié à Pékin, lui amenait chaque jour son caviar. Quelques Khmers m'ont fait dire que j'étais pas tendre avec Sihanouk, mais je n'invente rien. C'est-à-dire que tout ce que je donne à lire, ce sont des éléments factuels que j'ai retrouvés. Et que je historien. Oui. Et tous les mots crus qu'il a pu dire et violents qu'il a pu énoncer, encore une fois, il n'y a aucune dimension fictive dans ce livre. Ce sont des faits que j'ai retrouvés, que je redonne à voir. Je vous propose d'écouter Ritipan. Il était chez Des mots de minuit en 2010 pour boucler cette conversation. Ritipan. Malheureusement, nous, les victimes, on a besoin des bourreaux pour comprendre. Donc, c'est un couple maudit. Hein. Il faut faire le chemin ensemble, sinon on ne peut pas. La mémoire, il est jamais. Enfin, on ne peut pas percevoir vraiment la mémoire si on ne tient pas compte de la mémoire de l'autre côté du fleuve. Donc, et ça, c'est. En même temps, quand on fait ce genre de travail de confrontation, il ne faut pas aller à moitié, quoi. Il faut y aller vraiment, ça veut dire revenir encore dans se coller avec l'indicible. C'est l'innommable, quoi. Là, vous y allez vraiment. Oui. Concombres amers, remarquable. Merci. Est-ce que vous avez un objet avec vous? J'ai amené donc une épreuve en bronze du mémorial que j'ai initié au Cambodge. C'est le premier mémorial fait en hommage aux victimes des peuples du 17 avril 1975. Et donc, c'est une pièce monumentale de 3 mètres de haut qui aujourd'hui a été érigée dans l'enceinte de S21. Au départ, qui est devenu aujourd'hui un mémorial. Hein. Il devait y avoir une place mémorielle dans l'espace public de la ville de Phnom Penh. Mais la municipalité l'a déplacée et l'a installée dans l'enceinte de Tuol Sleng. Pourquoi? Politique? Je pense qu'il y a une volonté de vouloir réunir dans des lieux circonstanciés les événements de l'histoire et ne pas trop perturber la bonne marche du quotidien. Qu'avez-vous entendu de votre voisin? J'ai été bouleversée par ce que vous avez dit et aussi par cette sculpture qui exprime de manière tellement puissante la chute dans le mal, la chute au physique, au moral, la possibilité de la chute dans la barbarie aussi, le mystère et l'horreur du mal radical qui est toujours une possibilité au sein de chacun d'entre nous, qui peut survenir. Après, c'est dans une civilisation aussi fascinante que celle du Cambodge, une civilisation millénaire extrêmement raffinée, encore cette cité au milieu de la jungle, et au milieu de ça, à un moment, pourquoi, on ne sait pas, mais comment, on le sait, 2 millions et demi de morts. La chute dans le mal est un mystère radical de l'âme humaine dont on ne peut pas faire le tour et qui doit toujours nous saisir. Quelle était l'attitude vous étiez, vous, le 15 avril 1975, dans l'ambassade de France et là, l'ambassade de France a livré aux Khmers les Khmers qui étaient réfugiés à l'ambassade de France. C'est encore un pan de l'histoire très pénible, personnellement, dans la mesure où, en tant que... Y compris votre père. Absolument. Mon père, donc, nous a emmenés à l'ambassade de France, malgré l'avis, enfin, contre l'avis des Français qui, au départ, voulaient que tout le monde reste chez soi. On arrive... je me rappelle avoir été projeté quasiment dans l'enceinte de l'ambassade sans mon père. Et il nous rejoindra par la suite en franchissant les barrières, en rentrant par l'arrière dans l'ambassade. Mais il y restera que 2 nuits de mémoire, 2 jours, peut-être 3 jours de nuit. Très rapidement, donc, les Khmers rouges vont forcer les Français à faire sortir tous les Cambodgiens. Et là-dessus, la France, enfin, les responsables français ont manqué de courage ou de volonté, parce que les passeports, soi-disant, il n'y en avait pas, mais il y en avait. Ils ont été donnés, distribués à des femmes
parce que les Khmers rouges ne faisaient que peu de cas des femmes Khmers qui avaient envie de partir. Donc il y a eu des mariages en blanc, en série, et les passeports étaient là. Et par contre, ils n'ont fait aucun geste pour les Cambodgiens, pour les hommes. Et ça, c'est une blessure éternelle. Merci Serra. Concombres amers, allez-y. C'est publié chez... Alors je regarde... Marabule. Marabule, voilà. Marabout et Bulle. J'hésitais. Et puis, Anne-Laure Bock, L'Euphorie des cimes, ça, c'est publié chez Transboréal. Et je vous ai conseillé, comme lecture au début de ce journal au Tripode, ça sort en février, hein, de Edgar Ilsenrath, Terminus Berlin. Là, nous parlons du génocide et du ghetto en Ukraine qu'a subi Edgar Ilsenrath, qui est né en 26 et qui est mort en décembre 2018. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis notamment, et il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises, même si la prison de la Santé est toute neuve, mais c'est toujours pas l'enfermement individuel. On a déjà prévu des chalits sur 2 niveaux dans la nouvelle prison de la Santé. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.